Brice, salut, content de te rencontrer Bonjour. en vrai. Non, je déconne. Oui, exactement. Oui. C'est la première fois que je te vois. Je l'ai trouvé sur internet, là, dans les commentaires. Nous sommes réunis aujourd'hui, les amis, pour parler de l'aventure, non, de l'épopée finalement. L'épopée. L'épopée de Driss chez Yotes. Trop long pour être une aventure. Absolument. Et je pense qu'on peut commencer par le début. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés, toi, moi, Lucas, finalement? Les débuts. Absolument. Les débuts, c'est incroyable. C'est une histoire mystique. Mystique. Alors, ce qui s'est passé au début, c'est que je faisais du street workout et comme tout bon pratiquant de street workout, j'ai découvert qu'on pouvait le faire en intérieur et pas se peler les mains dehors dans le froid. Et c'était pas mal. Donc, j'en ai fait en salle. Mhm. Et je faisais des muscle-up absolument ignobles et probablement quelques handstands. Et pour une des rares fois dans ma vie, il y a quelqu'un qui reconnaît ce que je fais, qui reconnaît le sport. Oh, la personne ici Ah oui, présente, putain, c'est vrai. Jennifer Sacha. C'est Et réel. qui me dit, oh là là, tu fais du street, tu fais des handstands et tout. Il avait un magnifique stringer Baki. Ah là là. La sacrée époque. On mettra une image. C'est vrai, il faisait des muscle-up et des front levers à 85 kg. Ce qui m'impressionnait pas du tout à l'époque parce que pour moi, les mecs les plus musclés faisaient 60 kg. J'étais complètement biaisé, mais ça, on en reparlera C'est après, vrai. c'est intéressant. Et du coup, c'est d'abord là que j'ai rencontré Sacha. Et quelques années plus tard, quand j'ai repris la muscu, enfin, quand j'ai repris, commencé, ça aussi, on en reparlera, Mhm. j'ai revu Sacha et j'ai découvert Lucas parce qu'on s'entraînait tous dans la même salle. Et c'est de là que je les ai tous rencontrés, du coup. Très bien, parfait. Du coup, tu l'as un petit peu foreshadow là. Qu'est-ce qui a fait que tu as shift tes objectifs Je suis du Oda. street workout, du street workout au soulevé de poids libre, on va dire, à la force, à l'hypertrophie, à ce genre de choses? Alors, ce qu'il faut savoir, moi, c'est que j'avais une vision de ce que je voulais depuis très, 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 très longtemps. Ouais. Un jour, j'ai gagné de la conscience. Quand je faisais. Il y en a, ils trouvent la conscience à 3-4 ans et lui, c'est Ouais, après. c'est 15 ans plus tard. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours fait du sport toute ma vie, sans trop me poser de questions. Genre, juste, ça faisait partie de ma vie, c'était sympa. Des fois, c'était agréable, des fois, non, mais voilà, sans plus. Mhm. Et je faisais du tennis de table à ce moment-là, sport que j'aime beaucoup, qui est très, très, très fun à pratiquer. Moi, j'y Truc. pense, ça me fait penser à toutes les blagues où quand on dit à quelqu'un arrête la muscu, fais du Ouais, ping-pong à la ouais, place. c'est ça, ouais, c'est trop drôle. Mais pour le coup, sport très fun, mais à un moment, je me suis dit, est-ce que, en fait, c'est vraiment ce que je veux faire? Mhm. Et enfin, c'est même plus loin que ça, c'est parce que c'est vraiment ce que je veux faire, c'est, en fait, je peux faire d'autres choses, non? Et je me suis rendu compte que je voulais être fort et musclé. Et enfin, j'avais une définition de ce que je voulais devenir, c'était fort. Et je me suis rendu compte que cette définition n'a pas changé, genre je veux toujours la même chose. Par contre, la manière d'atteindre ça a beaucoup changé. J'ai compris au fur et à mesure du temps comment on atteignait ça. Et ce qui s'est passé au début, c'est que j'ai découvert du coup Enfin, je savais ce que je voulais Mhm. être fort et musclé. Et je commence à avoir un peu tout, la muscu. Je regarde quelques vidéos à la con. Pour remettre dans le contexte, je devais avoir quoi, 14 ans. Donc des vidéos muscu ou 13 ans, je sais plus, mais voilà, Ouais. très jeune, des vidéos muscu et tout. Et en fait, à un moment, bon, déjà, j'étais déjà tombé sur des vidéos de powerlifting, de la force et tout. Je trouvais ça ridicule, c'est marrant, parce que je voyais 3 plaques sur une barre. Je me disais, c'est tout petit, c'est ridicule. J'avais aucune idée de ce que je voyais. Je voyais un bench à 190, pour moi, c'était ridicule. Et je suis tombé sur des vidéos de street workout. Et alors là, la révélation, je me dis waouh, le mec fait des pompes sans les mains. Les vidéos qui Des m'avaient pompes sans les mains. Ouais, les vidéos qui m'avaient le plus marqué, c'était les edits sur Andrea La Rosa. Je sais que beaucoup de gens vont reconnaître ce dont je parle. On mettra au montage. Ah ouais, les vidéos d'Andrea La Rosa, je me suis dit mais en fait le mec est énorme. Il a un niveau de force. En fait, quand tu t'y connais pas, tu te dis c'est un niveau de force, ça n'a absolument aucun sens. Le mec fait des pompes sans les mains, waouh, il défie la gravité, truc de fou, tu vois. Alors qu'en vrai, une full planche, c'est un skill qui est difficile, hein. Surtout quand tu as un poids du corps au-dessus de 80 kg. Mais voilà, ça m'impressionnait beaucoup moins qu'un bench à 200, alors qu'en vrai, il n'y a pas photo, le bench à 200, c'est un niveau qui n'a rien à voir d'une full planche. Si on devait faire une moyenne des niveaux athlétiques dans chaque sport. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ça pendant un moment. Ouais. Pendant genre 3 ans. Quelque chose comme ça, 3 ans. 3 ans et demi, non, 3 ans, ouais, Ouais, quelque ouais. chose d'alentour là. Et en fait, je me rends compte que quand on fait ce sport, on est très 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 obsédé par ça, on ne voit que ça, et Mhm. alors que pourtant, pas grand monde ne sait comment le pratiquer, il n'y a aucun aspect de programmation. Et justement, pareil, on y reviendra après dans la muscu et dans la manière dont ma vision du sport et de la progression a changé. Mais en street workout, du coup, j'ai fait que ça. Pendant des années, j'étais obstiné par ça. Et à un moment,
Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur moyen d'atteindre ce que je voulais. Ouais, Et en plus de ça, que je n'étais pas totalement fait pour ça. oui. C'est-à-dire que je me rends compte que être musclé, les mecs que je voyais dans les vidéos de street workout qui sont très musclés, ils sont très petits, genre ils font 1m50, 1m60, etc. Un peu, si je devais faire une comparaison un peu simple à comprendre, ce serait comme les gymnastes, tu vois, les gymnastes, Ouais, ils ouais. ont tous un rendu énorme, sauf que visuellement, c'est beaucoup plus simple de rendre énorme en vidéo, en photo, enfin d'avoir un muscle qui rend énorme visuellement quand t'es petit que quand t'es grand, mais du coup, ça veut pas nécessairement dire que les mecs étaient tant énormes que ça. Ouais, Dans ouais. l'absolu, genre c'était très rare de voir un mec Bien dans le sûr, street c'est en qui faisait. proportion, ça rend extrêmement bien, mais Voilà, c'est dans ça. l'absolu. Dans l'absolu, c'était pas tant, tu vois. Forcément, s'ils faisaient de la muscu, ils allaient être plus énormes. Mais en plus de ça, je me basais sur les meilleurs athlètes et probablement des mecs qui avaient subi des gros biais du survivant et qui étaient naturellement faits pour très facilement progresser. Ouais. Et en fait, moi, je me rendais compte que j'étais pas musclé, clairement pas. J'étais plutôt fin. En plus de ça, j'avais des très longs membres, donc j'étais pas fait pour ce sport et c'était pas ça qui allait nécessairement me muscler. Et évidemment, les jambes, j'ai pas trop besoin d'en parler, mais c'était inexistant. Mhm. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à la fin du confinement, enfin, Mhm. attends, je vais reprendre avant ça. Avant ça, il y avait un autre truc où, Ouais, dans la vision où je voulais être fort, je voulais aussi faire un peu de sport de combat. J'avais testé, ça n'a pas tant d'importance, mais je pense que c'est important de noter aussi dans le contexte. Mais j'avais fait une séance d'essai avant le confinement. ok. Et je pense que ça aurait pu avoir un grand impact dans ce que j'aurais fait par la suite. Mais du coup, je fais une séance d'essai. Confinement, je peux plus en faire. Du coup, j'ai enfin une séance d'essai en Muay Thai. Et du coup, j'ai pas pu en faire plus. Et du coup, full street workout. Parce qu'à la maison, bah, t'as quasiment rien. T'as Bien un sûr. sol, tu fais que ça, quoi. Je faisais que ça. Il y avait les barres Et de dips aussi, ouais, t'avais. voilà, barre de dips, tu peux tout faire. Ça prend 2 secondes. C'était pas un problème. Et donc, je commence un peu à changer de vision parce que je me rends compte que c'est pas ça qui va me faire atteindre mes objectifs. Et là, du coup, je découvre la muscu. Au début, enfin, je découvre. Évidemment, du coup, je connaissais déjà Ouais, depuis ouais. des années, mais c'est là que je commence vraiment à focus dessus. Au début, ça restait majoritairement du street. Je faisais quelques singeries avec des haltères chez moi, rien de très intéressant. Et ensuite, en 2021, je commence officiellement en salle. Et là, c'est là que tout change vraiment. C'est-à-dire que là, je me dis, je fais une prise de masse. Ouais. Je commence à me demander comment est-ce qu'on s'entraîne concrètement parce que je ne m'y intéressais pas du tout. Et justement, ça aussi, pareil, ça aura une importance énorme pour la suite. Mhm. Du coup, je commence à manger, je prends plusieurs kilos, pas mal de kilos dès le début parce que j'ai commencé à 69 kilos. Et Putain, c'est vrai, ouais. ah ouais, quand même, ouais, c'est quand même pas mal, hein. Donc ça, c'était été 2021. Je compte toujours septembre 2021 parce que j'avais commencé peut-être août, puis c'était entrecoupé par les vacances et ensuite j'avais repris en septembre. Mais du coup, voilà, c'est Mhm. ça qui s'est passé. Et du coup, c'est là qu'a commencé ma vraie première année de muscu et c'est là que j'ai commencé à m'investir vraiment. Ok. Avant l'autre question que j'avais préparée, est-ce que tu peux raconter comment tu faisais quand tu étais tout seul, avant que tu viennes du coup chez nous? Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu 8 mois où après que j'ai commencé la muscu, avant que Sacha me coach, du coup, 8 mois où j'ai tout fait moi-même. Mhm. Alors, ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. De toute façon, forcément, Ouais. il y a tout ce que j'ai fait, ce que j'ai compris que j'ai fait, ce Mhm. que j'ai compris que je devais pas faire, Ok. etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais si je devais résumer, ce qui s'est passé, c'est que euh, au début, forcément, je me posais quelques questions, mais vu que ça progresse très facilement, Ouais. par définition, plus tu progresses facilement, moins tu as de chances de te poser de questions classico. Ce que tu fais, ça fonctionne, tu remets pas forcément en question ce que tu Voilà, fais tout c'est de ça. suite. C'est ça. C'est pour ça que les gens qui progressent très facilement et qui deviennent très forts ou très musclés très facilement, souvent, c'est pas les personnes qui ont le plus de compétences parce qu'ils n'ont jamais eu besoin d'en acquérir pour pouvoir en arriver à ce niveau-là. Mais du coup, j'avais pas trop besoin, mais je me posais quand même des questions. Je me suis quand même demandé, bon, ok, on prend comment du poids, surplus calorique, ok, voilà. Mhm. Les recommandations de santé, c'était quelque chose qui. Ça n'existait pas Ça encore, n'existait ça. pas. C'est le nouveau patch, ça. Ouais, c'est ça. Le patch, il allait arriver dans 3 ans. Mais du coup, ça va. Il y a ça qui arrive, mais quand même, je suis influencé par les réseaux sociaux, en mal majoritairement et en bien absolument pas. Absolument pas en bien, ça arrive bien plus tard aussi. Du coup, en mal, mais par contre, je me pose quand même la question de mais comment on fait un programme? Comment est-ce Ouais. que ça évolue, tu vois? Et avec les bases d'esprit critique que j'avais déjà naturellement, avec un peu de bon sens, je me rendais Mhm. compte de certaines choses. C'est-à-dire que je cherchais comment on programme, comment on fait ci, comment on fait ça.
Et j'avais beau poser des questions à des influenceurs connus, parce qu'à l'époque, forcément, quand on postait sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok à l'époque, on se suivait tous, on parlait tous, etc. Il n'y en avait aucun qui était capable de me répondre réellement. C'est-à-dire qu'ils me sortaient, bah, moi je fais ça, et je leur demandais pourquoi, ils ne savaient pas trop me répondre. C'était un peu hasardeux, c'était basé sur leur expérience, c'était basé sur, bah, je sais pas trop, ça marche. Bref, les infos étaient c'était très flou, très opaque. Je cherche sur YouTube sur quelle technique avoir sur tel exo. Bon, j'en trouve sur les exos les plus connus et encore, il y avait très peu de contenu en France. C'était en 2021, c'est il n'y a pas si longtemps, il y avait très peu de contenu. Bah, à l'époque, il y avait les Enzo Fukra, les machins, mais c'est sur des exos classiques. Et c'est un type d'exécution, c'est pas forcément tous les objectifs. Genre, t'as purement C'est hypertrophie, ça. t'as purement force. Et encore, même si on veut parler purement hypertrophie, il n'y avait pas encore toutes les notions de courbe de résistance, Ouais. de travail en grande longueur musculaire, etc., qui font débat, on connaît. Ouais, mais il manquait beaucoup d'informations, très peu de nuances. C'était vraiment très 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 imparfait. Sur les vidéos en force, ça allait. Ça allait honnêtement, il y avait The Panache qui faisait quelques vidéos sur la technique, ça manquait de nuances sur certains points, mais honnêtement ça faisait bien le taf, c'était pas ça mal. a tu lancé vois. un peu tout le monde sur ça et ça a fait remettre en question tout le monde qui justement venait du... Comment dire? On avait été exposé principalement à une méta full muscu-hypertrophie influencée par Delavier, genre une technique avec une forme entre guillemets safe, avec des amplitudes safe et des positions dans lesquelles ne pas aller. Et la force est venue remettre ça en question parce qu'on avait toutes ces optimisations biomécaniques qui faisaient que tu te mettais dans des positions qu'on n'avait pas l'habitude de voir, que les gens pensaient dangereuses de manière inhérente. Et au final, de voir qu'il y avait des tas d'athlètes qui, en optimisant les leviers de leur mouvement, se mettaient dans des positions genre le dos rond, des gigacampeurs pour le bench, des low bars tard les fous, Ouais, on c'est se rend vrai. compte finalement que le corps peut aller dans des positions Ouais. qu'on pensait tous dangereuses, et au final, peut-être pas forcément du coup. Ouais, et c'est vrai que c'est marrant parce que l'influence que ça a eu dans le power, c'est qu'on entend beaucoup moins parler des méthodes de Delavier justement dans cette pratique-là qu'en Ouais. muscu classique. Tu vois, enfin, dans l'hypertrophie en France, c'est marrant. Mais ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Ça n'a pas encore assez impacté l'hypertrophie en France, mais ça viendra. On y j'espère. travaille. Ça viendra. Mais du coup, les vidéos de The Panache, c'était pas mal pour la technique, sur ça je lui donne crédit. Mais encore une fois, sur la programmation, c'était le néant, c'était le vide. Mais déjà, ça c'est un truc qui m'a toujours surpris et encore aujourd'hui, c'est que tous les influenceurs muscu, tous ceux qui font de la muscu leur principal outil de visibilité, ne savent jamais parler de la manière dont on doit s'entraîner. Il n'y en a pas un seul qui est capable d'en parler sans faire des grosses erreurs. Il n'y en a pas un seul qui est capable de back up ça avec des vrais arguments. Souvent, c'est des arguments d'autorité et ça s'arrête là. On rentre aussi souvent des fois dans le prisme des efforts égale les résultats. Genre, il faut se donner à fond, il faut tant d'intensité, il faut que ça ressemble à ça sur ton visage, il faut que... Même dans le power, où normalement, justement, on a plus des programmations avec de l'autorégulation, avec des RPE, avec des reps de réserve, avec toutes ces mises en place que tu as pour augmenter la fréquence et volume, bah, en France, on se retrouve quand même avec justement des Panache, etc., qui vont te montrer des énormes grinds, de l'intensité au final, ce qu'on avait aussi du côté hypertrophie, et pas tant du coup ouais, ce côté calculateur de la programmation. Et c'est vraiment fou parce que bon là maintenant il commence à y avoir un petit peu plus d'evidence-based en France pour le meilleur et pour le pire, si on en reparle après. Parce qu'il y a vrai et faux, on va dire. Voilà, mais certaines personnes commencent à se poser des questions, mais du moins à ce moment-là, impossible de trouver la moindre information sur quel rep je dois faire, quel exo je dois faire, pourquoi, comment, combien de séries par semaine, combien de fois par jour tel muscle, rien. Le néant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai essayé de construire mon programme en me basant sur ce que je trouvais. Et bah, spoil, je trouvais rien, donc je me basais sur rien. Ça donne des programmes absolument hideux. Si j'en mets à l'écran, ce sera terrible. Ce sera très drôle. Faudrait qu'on retrouve ça. On en mettra justement, je vais en parler là. Pour clôturer ça, je vais en parler. Ça va être très drôle. Le 3x201, là, faut en parler, mec. Ah oui. C'est incroyable. Mais, et du coup, d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, j'avais cherché en anglais et j'étais tombé sur certaines bonnes chaînes YouTube qu'aujourd'hui je regarde régulièrement, mais je ne parlais pas anglais. Et le premier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est parler anglais parce que toutes les meilleures informations sont à l'anglophone. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais pas trop d'infos, ça se faisait à l'expérience et à la sélection naturelle, ce qui est pas une bonne chose parce que j'avais commencé à stagner sur certains exercices. Première année de muscu, hein. Et je pense que surtout en force, j'ai pas de mauvaise génétique. Non. Je pense que j'ai des facilités pour progresser.
Et pourtant, je commençais déjà à stagner, je commençais à me faire un peu mal sur certains exos. Je m'étais fait mal à l'épaule gauche, probablement parce que j'avais beaucoup trop de volume, beaucoup trop de presse. L'intensité au hasard, ça devait pas aider. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour clôturer cette période-là, juste avant que Sacha me coach, et du coup, je vais revenir sur pourquoi je l'ai pris lui, c'est que je voulais faire 3 fois 220 au deadlift. Et ce que je me suis dit, c'est bon, en fait, première semaine, je fais une rep à 220. Deuxième semaine, 2 reps à 220. Troisième semaine, 3 fois 220. Et c'est réussi. Magnifique. Bah, j'ai eu mal au dos instantanément. ça s'est très bien passé. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est la plus grande leçon que j'ai tirée de la muscu jusqu'ici, et c'est ça, je pense que la majorité des gens devraient retenir, c'est la manière dont une personne est capable de justifier ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, c'est le plus gros green flag possible pour avoir une idée des compétences de la personne. Ouais. Quand, tu vois, quand on parlait de muscu, que je te posais n'importe quelle question, tu étais capable de backup avec... J'avais aucune idée de ce que c'était un argument fallacieux, mais en fait, je savais déjà inconsciemment parce que je me rends compte que si je te demande quelque chose et que tu me dis t'aimes mes bras, j'ai raison, je sais très bien que c'est pas un argument puisque tu n'as pas répondu, tu as juste contourné avec quelque chose qui est censé me faire taire au final. Et ça, je m'en rendais déjà compte à l'époque. Et du coup, la manière dont tu me répondais était à chaque fois très satisfaisante. Je me disais, en fait, chaque fois que je pose une question à Sacha, il est capable de répondre et il est capable de m'expliquer pourquoi il pense ça. Et il est même capable d'expliquer pourquoi il ne sait pas complètement quelque chose sur un sujet en mettant les nuances là où il faut. C'était quelque chose d'exceptionnel. Je n'avais jamais vu quelqu'un parler de cette manière dans la muscu et même sur les réseaux. Hein. Et j'ai trouvé ça exceptionnel et je me suis dit, en fait, si je dois placer ma confiance en quelqu'un, ça doit être envers quelqu'un qui est capable de répondre à toutes mes questions de cette manière et qui est aussi capable d'avoir l'humilité de ne pas prétendre savoir là où on n'est pas sûr parce qu'il y a des nuances ou quoi. Et ça, c'est aussi un signe de compétence et je m'en rendais pas forcément compte à l'époque, je pense, mais je m'en rends très compte maintenant, c'est que avoir la connaissance de connaître les zones d'ombre dans un domaine, ça demande déjà beaucoup de recherche de son côté, beaucoup de compétences. Et ça, c'était quelque chose dont peut-être que je m'en rendais compte inconsciemment, mais maintenant je m'en rends mieux compte. Mais tu vois, là maintenant, tu sais, tu vas pas faire des gros claims en disant ça c'est absolument vrai, alors que tu sais que en vrai c'est nuancé ou c'est à prouver, tu vois. Et ça, tu vois, quand tu étais capable de me dire je pense que ça va dans ce sens-là et que c'était pas des réponses tranchées, c'était un indicateur déjà, tu vois. Et c'est marrant parce que, enfin, t'as totalement raison, mais pour la plupart des gens, c'est pas intuitif parce qu'ils se diront, s'il y a cette zone d'incertitude, est-ce que le mec sait ce qu'il fait? Et quelqu'un qui veut une solution toute tranchée, toute préparée, toute cuite, sûr de lui. exactement, qui puisse juste appliquer, etc., tu vois, il va pas voir ça comme un green flag, mais il va voir ça comme trop shady. Enfin, c'est pas assez clair et net pour qu'il puisse juste all-in dedans et pas réfléchir, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que tu as raison, c'est contre-intuitif et c'est pour ça que je veux vraiment alerter là-dessus, c'est que il faut prendre le temps de comprendre à qui vous avez affaire et prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce que la personne en face de vous est aussi tranchée dans ses propos. Souvent, c'est pas une bonne chose. Souvent, c'est mal justifié. Essayez de comprendre comment est-ce qu'on justifie ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas à pousser les gens dans leur réflexion, c'est pas un problème. Demandez pourquoi, comment, qu'est-ce qui t'amène à penser ça. Et faut aller voir aussi la série de Lucas sur les arguments fallacieux. Ça, c'est bien. Absolument. Ça, c'est pas mal d'autorité publique. Du coup, tu as déjà parlé un peu des raisons de pourquoi tu t'es tourné vers nous. À quel moment c'est arrivé? Comment ça s'est passé au début? On va faire peut-être une petite timeline de l'évolution jusqu'à un certain stade. On va faire par phase parce qu'on verra quand on a eu différentes phases sur les objectifs, etc. Ah ouais, il y en a quand même pas mal. Alors la première phase, c'était du coup quand on a commencé le suivi, forcément comme beaucoup de débutants, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je ne savais pas vraiment où je voulais aller, donc mi-hypertrophie, mi-force. On commence à quoi comme perf? Ah oui, on commence. Ok, on a commencé au squat avec quelque chose comme 3 reps à 125 kg RP8, donc un 145 kg théorique à peu près. Au bench. Attends, c'était quoi le squat. C'était quoi la date? Ah, c'était le 18 juin 2022. Ouais, juin 2022, ok. C'est ça. Juin 2022 pour les trois. Du coup, post-bench, on avait 105 RPE7, une rep.
Et on avait en touch and go un 3x5 qui donnait un 123 théorique. J'ai pris le touch and go parce que le pair que tu avais fait après en mars, c'était un touch and go. Et du deadlift, du coup 3 fois 185 RP8, donc 214 théorique, à peu près. Non, il a fait 3 fois 200. RPE blessure. C'est ça. Et du coup, après, résultat, 1 an et demi après, je crois. C'était combien? J'ai fait ça en mars 2023. 2023, du coup. Un peu moins d'un an après, finalement. Un peu moins d'un an après. Ouais, non, ça allait vite. C'est-à-dire que, ouais, donc on passe d'un 145 kg théorique au squat à un 190. Ouais. D'un 123 théorique au bench en touch and go à 150. Et d'un 2,14 théorique à un 2,80 au deadlift, quand même. Ouais. C'est là qu'il y a eu le gros, évidemment. Ouais, c'était un très 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 gros palier. Et cette période-là, elle était intéressante. Elle était bien parce que ça m'a permis d'avoir un niveau de force. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu un cheminement un peu hasardeux où je me suis dit, en fait, je vais être fort, mais je vais être musclé. Mais d'abord, je vais être vraiment fort avant de vouloir être vraiment musclé. C'était un peu bizarre, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette période-là, ces perfs-là, je les ai faites avant mes 19 ans, donc j'avais encore 18 ans. Et je voulais vraiment valider un gros palier pour le palmarès. C'est marrant de se dire, j'ai fait ça à 18 ans, j'ai bien aimé. Et je me suis dit, ok, bon, maintenant que ça s'est fait, je suis vraiment satisfait de la force que j'ai. Je vais faire que de l'hypertrophie, parce que mon but maintenant, c'est de construire un vrai physique. Ok. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on a fait quoi 2 ans d'hypertrophie. Quasiment 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans. Un peu moins, mais quasiment, ouais. Ouais, quasiment 2 ans d'hypertrophie où j'ai pris 15 kilos. 15 kilos à un body fat vraiment très... similaire. Forcément, on prend similaire, du gras, ça se dit, mais ouais, ça va. voilà. Franchement, c'était pas le dirty bulk, on n'est pas passé... on n'a pas été des nuages. On a dû peut-être passer de 12 à 15%, 16%, quelque chose comme ça. Toutes les mensurations ont vraiment bien pris. Sur les cuisses, j'ai dû prendre 6-7 cm. Sur les bras, sur les cuisses, ouais, 6 cm. Sur les bras, j'ai dû prendre. Je suis à 44,5, je devais être à 42 au moment où on a fait les PR, un truc comme ça. Les mollets, c'est. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé les mollets sérieusement finalement. Ah ouais, peut-être 5 Même cm. moi, je ne fais pas ça. Ah, je les ai tabassés, ouais, peut-être 5 cm dessus. Bref, il y a tout qui a vraiment bien pris avec un body fat vraiment pas dégueu du tout. Et il y a eu, je pense que le plus important, c'est le cheminement philosophique qu'il y a eu dans en fait, oui, tout ce processus-là. En vrai, c'est justement ça qui... C'est une culmination, entre guillemets, enfin c'est en tout cas un highlight sur un parcours où tu as commencé tout seul, entre guillemets pressé d'avoir des perfs, où du coup tu as un peu bourriné volume, intensité. Au final, tu as touché une espèce de mur, tu vois, en la forme de douleur, etc. Et au final, d'ailleurs, c'est un truc que je voulais dire pendant que tu le disais, mais j'attendais ce moment pour en parler, c'est que pas mal de gens auraient pris ça comme une limite, une vraie limite, tu vois. Ils auraient pensé que, ok, j'ai bourriné, je suis à des niveaux de force qui objectivement sont pas dégueux, parce que tu regardes autour de toi en salle, il y a peu de gens qui deadlift plus de 200, il y a peu de gens il y a quelques personnes qui font des bench au-dessus de 100 kg, alors qu'en soi, je vais pas dire c'est de la merde, mais c'est très largement atteignable et sans même être considéré comme intermédiaire, enfin selon les gens et la catégorie de poids bien sûr, mais c'est un bench qui est vraiment atteignable pour tout le monde, sans que ce soit genre des niveaux de concession et d'effort qui soient exceptionnels. Tu vois. Mais des gens vont arriver à des paliers comme ça et se dire, ok, en regardant autour de moi, il y a peu de gens qui l'ont. Tu regardes sur les réseaux, tu te diras, c'est les réseaux, c'est des exceptions, donc ça vaut pas le coup de me comparer à eux. Ouais. Ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais voilà. Du coup, tu vas dire, c'est normal que j'ai ce niveau-là. Et du coup, ouais, c'est ça, j'ai ce niveau-là. Et si j'arrive pas à aller plus loin, c'est parce que j'ai atteint une certaine limite. Et au final, ça se manifeste sous forme de blessure, de douleur. Tu peux pas en faire plus, tes tissus ont pris... pourrait pas assumer plus de poids ou plus d'entraînement et forcément il faudrait s'entraîner plus dur ou plus pour aller plus loin, tu vois. Et c'est comme ça que tu commences à développer ces croyances limitantes, de limites naturelles, etc. Alors qu'en fait, souvent c'est juste une gestion de ton programme d'entraînement, tu vois. Oui, totalement. Et aussi une gestion de la mentalité, du coup. Est-ce que tu es trop pressé et tu veux atteindre ces objectifs très vite et du coup, tu vois très court-termiste dans ta programmation, tu vas faire des barres qui sont le plus proches possible de celles que tu vas atteindre, le plus d'intensité possible, comme dans une condition d'évaluation, tu vois, comme un PR finalement, où un PR c'est évaluer la force, à pas confondre avec, j'articule, avec construire, avec te développer. Et du coup, là, du coup, ce shift de mentalité qu'on a, c'est ok, petit à petit, aller de plus en plus vers cette patience, vers cette vision long terme de l'entraînement, tu vois.
C'est ça. Même dans le suivi, genre, je me souviens que ta mentalité en début, c'était pas ta mentalité après la phase power building, entre guillemets. Ça a déjà pas mal changé. Au début, je vais pas dire c'était plus sujet à l'émotion, c'était pas non plus genre impulsif, machin. Ouais. Mais tu vois, il y avait toujours, c'est un peu comme tout le monde, ce petit côté hype, ce petit côté, ah là, j'aimerais bien passer un PR, machin, quand est-ce qu'on fait des PR, etc. Ok, si je veux être vraiment très fort, j'ai tout intérêt à delay de gratification, tu vois, le truc classique, classico des Madrido. Est-ce que tu prends un bonbon tout de suite ou t'attends et t'en as 3 plus tard, tu vois. Oui. C'est ça aussi la programmation d'entraînement, tu vois. Ouais, et justement, à la fin de cette phase, après les PR, on en a discuté, tu as posé des questions et on viendra aussi sur cet aspect-là d'éducation du suivi. Mais tu as compris qu'au final, ok, si je veux être à mon max de potentiel de force un jour, j'ai tout intérêt à développer mon potentiel musculaire parce qu'au final, la quantité de force que tu peux exprimer, ça dépend énormément du nerveux, mais la force qui est recrutée, qui est exprimée par le biais des schémas nerveux, elle se fait par les fibres musculaires. Le nerveux va recruter les fibres musculaires pour exprimer de la force au final. Donc plus tu as de muscles, plus tu as de potentiel de force. Ouais. Mais du coup, c'est bien parce que ça me permet d'enchaîner sur les standards, l'évolution de mes standards et l'évolution de ma philosophie. Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, je sais pas trop quel standard j'avais. J'en avais déjà, j'étais déjà un peu prédisposé à avoir des standards élevés parce que j'avais déjà 80 kg dips en commençant, j'ai fait 90 kg au bench, 150 kg au deadlift. Les dips, c'est normal que ce soit le plus élevé parce que juste avant, quand je vous ai parlé de la période où je faisais street workout et un peu muscu, je faisais vraiment n'importe quoi, mais il y a un truc que j'ai à peu près pris au sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire que j'en faisais toutes les semaines, 2 fois par semaine, avec des charges qui se rapprochaient d'un travail en force. Bon, évidemment, on fait n'importe comment, mais voilà, c'était les dips, et du coup, j'avais 80 kg en RM. Et du coup, je savais que des charges élevées, c'était atteignable pour moi. Je sais pas si ça l'était pour tout le monde, je sais pas comment je pensais à ce moment-là, mais en tout cas, je savais que c'était atteignable pour moi. Et en plus de ça, forcément, truc qui a pas mal joué, c'est l'entourage. J'avais Lucas, Sacha, Quentin, et il y a eu les mythes, du coup. Il y a eu les mythes, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas mal de monde autour de moi qui essayait de repousser beaucoup ses limites et de tirer le mieux possible de ce qu'on pouvait faire, et on progressait tous vraiment bien. Et il y avait des gens qui étaient très bons, qui poussaient très lourd. Lucas, forcément l'exemple, vu qu'il benchait 150 en faisant des dizaines de reps à ce moment-là. Donc je savais qu'on pouvait faire beaucoup, quoi. C'était faisable, c'était possible. Et il y avait Quentin avec qui je m'entraînais qui progressait aussi vite que moi au deadlift. Donc je savais que progresser, c'était faisable. Progresser beaucoup, c'était faisable. Et que si on progressait aussi vite, c'était probablement que la limite, entre guillemets, était très loin, voire inexistante. Et quand j'ai commencé à stagner, quand j'ai commencé à me blesser, etc., je me suis pas dit le problème vient de moi de manière inconditionnelle. Je me suis dit le problème vient de moi dans la manière dont je le fais. J'étais quasiment sûr. C'est-à-dire que ça me semblait mais complètement improbable qu'en un an, tu arrêtes de progresser sur l'entraînement. Alors qu'en plus, ça aussi c'est le truc super important, je voyais que vous, qui preniez vos premiers athlètes, progressez tous. Et moi je stagnais. Je me suis dit, il y a une raison. Bon, c'est pas la plus grosse preuve d'esprit critique, mais il y avait une corrélation. Voilà, je me suis dit, ils progressent tous, donc je pense qu'il y a une petite raison. Et du coup, pendant le début du suivi et un peu toute la période power building, j'avais une vision très fast-food de la muscu à cause des réseaux, mais en même temps, j'avais mon esprit critique un peu naturel qui me permettait de backup ça et de stopper un peu les effets négatifs en me disant vision long terme. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais très vite un très bon physique, je voulais très vite des grosses perfs, et j'avais une vision de moi qui était très toxique parce que si j'avais pas beaucoup très vite, je me sentais très mauvais. Sauf qu'en fait, comme Sacha l'a dit plus tard, c'est une vision qui est très 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 long terme pour tout, d'ailleurs, pour la santé, pour la progression, etc. Ça se fait au long terme. En fait, les 100 kilos secs, je n'allais pas les avoir avant très longtemps et c'était dur, j'aimais pas ça. Je me suis jamais dit, par contre, du coup, forcément, le backup de l'esprit critique, boum, je me suis jamais dit, tu vas faire une sèche, par exemple. Genre, avoir commencé à perdre un peu en sécheresse, ça me dérangeait, mais j'ai quand même continué parce que je savais que construire du muscle, ça se faisait par là.
pas d'une autre manière. Mhm. Genre, il n'y avait pas le choix, ça me dérangeait, mais il n'y avait pas le choix. Et une règle que je me suis instaurée de base, c'était que jamais la vision que j'avais, qui était forcément biaisée par ce que je voulais faire et ce que je voyais des réseaux sociaux, parce que je voulais faire vu que je postais, Mhm. ne devait entraver ma progression. Ok, oui. Et du coup, je me suis toujours dit, en fait, il faut que je all-in dans le truc que je sais vrai et dont je fais confiance, même si de l'autre côté, je veux faire autre chose. Tu vois. Ok. Donc, j'ai suivi ça à la lettre et je suis allé au bout, même s'il y avait les moments où j'avais envie de faire des PR et tout. Et là où ça a vraiment le plus pris sens et là où je me suis complètement assagi, c'est dans la période hypertrophie. Là, ça a tout changé. Mhm. Donc là, en fait, j'ai vraiment appris à faire les choses d'une manière beaucoup plus posée parce que j'avais pas le choix en fait. En hypertrophie, je pense que la moyenne des gens ont une idée très faussée de Oui. la surcharge progressive. Oui, oui, Tu oui. vois. Le poids augmente toutes les semaines. Non, c'est rarement le cas. Surtout passer les newbie gains, le poids n'augmente pas toutes les semaines. On progresse probablement de semaine en semaine. C'est pas toujours quantifiable. Le poids augmente pas toujours d'une semaine à l'autre. Le poids du corps comme le poids qu'on soulève. Mhm. Le nombre de reps aussi parfois stagne, surtout quand c'est des exos avec peu de fréquence, etc. Et en fait, j'ai dû apprendre à m'assagir. J'ai dû Ouais. apprendre à comprendre c'était quoi en fait la vraie progression. Parce que forcément, sur TikTok, on montre des anomalies, on nous montre toujours plus, toujours mieux. Il y a une inflation qui n'a absolument aucun sens, mais la réalité n'avait absolument rien à voir. La progression, elle est plutôt lente, mais elle est réelle. Et quand on la Mhm. quantifie sur un an, elle est vraiment pas mal, surtout quand on est dans nos premières années de progression. Et par contre, ça va demander beaucoup d'efforts. Bien Et sûr. des efforts qui vont pas forcément payer tout de suite visuellement. Donc ça va être très dur, ça va demander beaucoup d'ego. Et sur la Mhm. technique, je pense que c'est là où j'ai fait le Bien plus sûr. gros travail et où j'ai réalisé absolument tout ce que j'avais à faire. Et pourtant qui vont être importants. Mhm. Donc pour la technique, du coup, forcément, truc que je vois beaucoup sur TikTok et qui m'a beaucoup impacté moi, c'est certaines charges sont le minimum syndical, sinon t'es de merde, tu vois. C'était un peu comme ça, Ok. le Pendlero horrible, ça il faut le mettre à l'écran. Attends, lequel? Le Pendlero, pardon, le Silro horrible, il faut le mettre à l'écran. À 100 Ah, kilos. ah Ouais, oui, il oui, faut. oui, oui, c'est Ouais, il faut. Silro là. Il faut. Et ben pour moi, ça là, c'était Ouais. bien. C'était bien parce que je bougeais 100 kilos. Ouais. Absolument pas. Et en fait, j'ai dû comprendre que mettre une charge beaucoup plus légère que ce que je pensais être le minimum pour être fort, ben, c'était ça qui allait réellement me permettre de progresser. C'est-à-dire que là maintenant, vous me voyez comme ça. Si je fais un rowing à 90 kg, bon maintenant je suis très fort et je fais 100 kg, donc normalement je pourrais faire du 100 kg très propre, peut-être même 110. Mais si là maintenant je devais faire 80, 90 kg, je le ferais sans broncher, j'en aurais absolument rien à faire. Rien. Mhm. C'est pas du tout un problème. Parce que absolument tous les aspects de la technique étaient à chier quand je m'étais trop lourd sans m'en rendre compte. Et ça allait littéralement moins me faire progresser. Moins bon en fatigue to stimulus ratio, Mhm. plus de contraintes sur les articulations en m'étant trop lourd. Technique très peu répétable parce que je trichais plus ou moins au fur et à mesure de la série, plus ou moins au fur et à mesure d'une autre. D'autres muscles utilisés sur un mouvement où on ne veut pas qu'ils soient utilisés. Mhm. Mais le Ah, c'est ça. meilleur exemple de l'univers, le curl, où on utilise les fessiers en donnant des gros coups de hanche. Le curl hinge. Ouais, c'est ça. Meilleur exemple de l'univers. On rajoute du travail absolument inutile et inefficace sur les hanches pour nous aider au biceps. Voilà. C'est le Non, meilleur c'est ça, exemple ouais. parce que je pense que c'est celui qui se voit le plus Ouais, ouais. et qui est le moins utile, tu vois. Genre, tu sais, un mec qui fait des élévations latérales, il shrug un peu. Les trapèzes, c'est pas très loin des épaules, c'est pas Mhm. ouf. Mais voilà, on n'est pas sur un truc inutile. Oui, on n'est pas sur un muscle aussi éloigné. Ouais, Y a c'est pas, ça. la synergie, elle existe, mais c'est pas, c'est pas les trapèzes et l'épaule, quoi. Ouais, C'est c'est un petit ça, peu exactement. invariant quand tu as certaines amplitudes, voilà. Oui, exactement. Et du coup, ouais, j'ai dû faire un gros travail sur ma technique et ça a changé complètement aussi la vision que j'ai maintenant et qui me sert énormément de l'hypertrophie pour le power. Mhm. C'est-à-dire que dans le power, et ça marchera aussi pour l'hypertrophie, je vais enchaîner là-dessus juste après, mais les renfos et l'hypertrophie sont vus comme les petits gâteaux à Ouais, manger à la fin, tu ouais, vois. ouais. Genre, c'est le dessert en fin de repas. Alors qu'absolument pas, c'est autant le plat de résistance que ton Il y gros a, compound il lift y a au vraiment début. des coachs qui te programment, soit tu fais à ta sauce, tu mets les renfos que tu Ouais, c'est veux, ça, oui, oui, ou c'est alors ça. ils te mettent ça, ils te mettent une fourchette de répétition sur la moindre intensité, Renfo, juste tu fais. biceps, quoi, ouais, tu sais.
Renfo, Juste triceps. fais 10 fois des reps, tu t'en bats les coups de l'intensité. Ouais, c'est ça. Voire même des fois des RPE 6 sur du curl, tu sais pas pourquoi. Oui, exactement. Et en fait, je prends autant au sérieux mes renfos et mon hypertrophie, même sur des muscles moins importants que les gros muscles, que je prendrais au sérieux mon squat ou mon bench, quoi. C'est-à-dire que quand je sais, en fait, j'ai compris que grâce à la phase hypertrophie, que mes extensions triceps, pour mes triceps, Mhm. c'est aussi important que mes gros presses horizontaux le sont pour mes pecs. Et ça, je l'ai compris pour tous les muscles. Ça a changé forcément toute ma vision de faire l'hypertrophie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me sert vraiment beaucoup. Bien sûr. Et c'est pareil, c'est aussi démonstratif de l'évolution de mentalité dont on parlait avant, parce qu'il y avait ce côté où la technique que tu avais au début, par exemple sur le silro, c'était Ouais. issu d'une mentalité de soulever le plus de poids possible. Ouais, Maintenant, c'est le court terme, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça. Me versus- sentir fort, la exactement. gratification instantanée de fou. versus qu'est-ce qui est le plus pertinent pour ma progression, mais également pour pouvoir progresser à long terme. Donc gérer ma fatigue, donc le rapport stimulus-fatigue, cibler les muscles que je veux cibler, avec la courbe de résistance qui fait que je tirerai le plus de stimulus pour un nombre de séries donné. Donc plus l'exo a une courbe de résistance qui est bonne, moins tu auras besoin d'en faire pour avoir le même niveau de stimulus. Ouais, c'est ça. Pareil pour ta technique au final, parce que si tu utilises d'autres muscles, c'est moins de tension mécanique sur le muscle que tu veux bosser. Tous ces enjeux-là, en fait, qui, une fois qu'ils sont intégrés, euh, montrent en fait, enfin démontrent d'une certaine patience. Tu n'es pas là à te branler entre guillemets sur combien tu soulèves, mais tu sais que ce que tu fais est bien et que ça va payer sur le long terme, tu vois. C'est exactement ça. Mais et tu vois, comme je l'ai dit juste avant, en hypertrophie, je pense aussi que ça a un gros impact, ça, dans le sens où les isolations, Ouais. notamment les bras, sont vus comme les petits exos en fin de séance, pas ouf à faire. Et ça, je pense que ne pas avoir vu et avoir très vite changé ma vision vis-à-vis de ces exos-là, ça a eu un impact sur ma progression de bras qui est non négligeable, c'est sûr. Comme je l'ai dit, en fait, vos isolations pour vos bras, par exemple, sont aussi importants que vos compound lifts pour votre dos, vos pecs, vos cuisses, etc. Quand je fais mes exobiceps, je vois pas ça comme le truc de fin de séance pour faire les bras qui ont déjà été utilisés sur le dos, soi-disant, ou les triceps déjà utilisés sur le bench puisqu'on met lourd. Il disait, je mets une tension de ouf sur les triceps. Oh mec, j'ai vu ça tout à l'heure encore, il parlait des adducteurs en mode oui, j'ai fait pendant longtemps de la machine adducteur et les gars, c'est pas l'isolation qui marche en fait, c'est de trouver un exercice polyarticulaire lourd sur lequel tu peux... Faut arrêter. Encore autre chose que tu évoquais, enfin un autre aspect de ce que tu disais, de comment on se représente mal l'entraînement en hypertrophie. On a l'impression que l'entraînement en hypertrophie c'est bête et méchant, tu vois. Tu as vraiment cette vision de c'est de l'intensité et c'est à peu près tout ce que c'est. Tu prends un exo que tu pousses à l'échec, il faut que tu fasses la plus grosse grimace de ta vie à chaque fois et que si tu le fais pas à chaque séance, tu vas pas progresser. S'il n'y a pas d'échec, tu vas pas progresser. Il n'y a aucune idée, genre c'est pas de range de rep, pas d'idée de volume, pas d'idée de fréquence, même pas d'idée d'organisation des exos dans la séance. Exactement. C'est vraiment ça. En fait, la programmation, elle est vraiment... j'allais dire c'est même pas une priorité, mais là, même ça, c'est un euphémisme. C'est vraiment... La programmation n'est pas considérée. On a un format type qui existe depuis Arnold Schwarzenegger, qu'on répète à peu près partout depuis des années, ou alors tu as d'autres extravagants heavy duty, mais couilles au bord de l'eau. Désolé, il fallait que ça sorte aussi. Mais au final, il n'y a pas ce côté de comment on manipule les variables et comment ça impacte sur l'hypertrophie. C'est juste, va à la salle, fais plus dur que la dernière fois, et va toujours donne le max d'intensité à chaque séance et c'est tout ce qui va compter pour ton hypertrophie. Alors qu'au final, t'en parlais aussi des fausses progressions, enfin qu'on se représentait mal la surcharge progressive. Ouais. Au final, le but c'est de constater une progression à long terme sur tes mouvements, sur tes mensurations, sur ton poids du corps. Mais par exemple, tu vas prendre un mouvement donné, avec une technique donnée, avec une amplitude donnée, donc sans dévier de ça, c'est-à-dire que si tu triches plus d'une semaine à l'autre, tu ne progresses pas forcément. Si au final, aller tous les jours à l'échec avec un certain niveau de volume, ça t'empêche d'avoir cette progression à long terme, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être ça ne suffit pas d'aller tout le temps, de donner à chaque fois tout ce que tu as à la salle. C'est peut-être qu'une gestion un peu plus... où tu es capable au final d'avoir cette régulation pour permettre la progression. C'est-à-dire que si un certain niveau de volume, un certain niveau d'intensité fait que tu atteins un mur, c'est que peut-être t'en fais trop, ou peut-être que tu essaies de faire trop de choses à la fois, que tu excèdes tes ressources en récupération, et que peut-être pour permettre de progresser sur le long terme, tu dois parfois en avoir un peu sous le coude. Un exemple tout simple, ce serait, tu as 3 séries, si tu fais les 3 à l'échec, mais qu'au final la première te fatigue au point où les séries subséquentes sont un peu moins productives, peut-être que garder une rep de réserve sur la première et la deuxième, ça te permettra ensuite, au final, d'avoir une tension mécanique
sur la totalité des séries qui est plus grande au total, tu vois. Encore, t'es gentil. Hein. La deuxième série, elle sera peut-être un peu moins bien, mais la troisième, aucune chance Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Mais voilà, ça dépend des gens. Il y en a qui peuvent totalement assumer des 3 fois échec et il y a genre une rep de déliff que t'en as, ils vont faire échec à première. La troisième série, il y aura 6 reps de moins, tu vois, peut-être Oui, plus. certes. Oui, mais c'est vrai que ça aussi, c'est fou. Mais j'ai jamais été trop un bro intensité, donc ça, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mhm. Évidemment, du coup, vu qu'il n'y avait absolument aucune information sur ça dans l'hypertrophie en France, mais ça, vous pouvez faire le test vous-même. Là, maintenant, je vous donne un mois pour me trouver, en scrollant, une personne qui va vous parler de RPE en hypertrophie. Voilà, ça n'existera pas. Ou quelqu'un qui vous dira de ne pas, d'être un peu conservateur sur ses RPE, donc faire moins de 10, ça n'existe pas. Et, Ouais, c'est ça, la plupart diront RIR 0. ouais, c'est ça, RIR 0. Oui. Inconditionnel. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors que, effectivement, en fait, l'échec, c'est très fatigant. Et peut-être que le fait. En fait, l'échec, c'est pas la seule variable. Mhm. Et peut-être que faire un peu moins là-dessus Mhm. va vous permettre de progresser quasiment autant, mais en faisant beaucoup plus de C'est parts. ça. Volume En fait, dans la faut séance, pas- volume total. Faut pas voir l'échec comme quelque chose de mystique, en mode c'est le seuil minimum pour créer une adaptation. Ouais, c'est ça. Ça marche pas comme ça, parce qu'en fait l'échec lui-même, il est quelque part arbitraire. Comme on disait, tu atteins l'échec sur une standardisation donnée. Si tu standardises ta technique, ton amplitude, que tu triches pas plus d'une rep à l'autre, tu atteins l'échec sur ces paramètres et sur une charge donnée. Sur papier, tu pourrais réduire l'amplitude, continuer, ou diminuer le poids, continuer, ou tricher un peu plus, continuer. Et au final, il n'y a pas une vraie limite d'intensité jusqu'à ce que tu aies vraiment épuisé tous ces trucs-là à l'infini. Il n'y a pas le palier magique. C'est ça. L'échec, c'est déterminé arbitrairement selon les conditions sur lesquelles on décide de performer son exercice. C'est pas une limite physiologique de l'intensité. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle ce serait le seuil minimum à atteindre pour créer une adaptation qui serait l'hypertrophie. Ouais, c'est juste. Il faut bien le comprendre. Ouais. C'est juste un palier de plus avec une fatigue encore plus élevée et un peu plus de gains. C'est ça aussi, c'est super important. Oui, bien sûr, il y a quand même cette relation entre proximité à l'échec et quantité de stimulus, mais il y a aussi cette relation entre proximité à l'échec et fatigue. Et du coup, la question c'est, est-ce que le stimulus que tu gagnes en vaut la peine avec la fatigue qui va avec? Ouais. Dans certains cas, oui. Dans des cas d'exercices qui ne sont pas très fatigants, généralement des exercices d'isolation, bah, c'est pas grave, parce que la quantité de fatigue absolue de l'exercice n'est pas si élevée que aller à l'échec va venir te plomber. Par contre, peut-être que faire un deadlift à l'échec sur 3 séries, le trade-off. le coût, il est peut-être un peu élevé. Complètement négatif. Voilà. Ah oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Mais souvent, du coup, aller à l'échec, c'est beaucoup plus fatigant que que les RPE juste en dessous, en ayant un peu plus de stimulus. C'est ça. Ce sera jamais un peu plus fatigant et beaucoup plus de stimulus. Oui, voilà, il n'y a pas un gigapic de stimulus avec l'atteinte de l'échec. En fait, c'est même l'inverse, quoi. C'est genre le maximum de stimulus ne sera pas atteint en plus après l'échec. Surtout que d'ailleurs, on a des données qui montrent que maintenant, quand tu utilises des charges relativement élevées, un certain pourcentage de ton RM, j'ai plus de chiffres exacts, mais je vais les afficher au montage, ce sera plus simple à ce moment-là. Et peut-être, je dirais aussi un certain niveau de pratique, parce que je pense qu'il faut aussi avoir un certain niveau de recrutement, tu vois, avoir une certaine aisance sur tes mouvements pour pouvoir le faire. Bah, il y a un moment donné où être à une certaine distance de l'échec, ou à l'échec ne change plus le niveau de stimulus que tu reçois. Ok. C'est-à-dire que tu vas faire du RPE 8, 9 ou 10, ce sera la même chose. Par contre, la fatigue, c'est pas la même chose, tu vois. C'est ouf, putain. Et ça, même moi, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. Mais Et c'est il faut se remettre en question toujours, il faut toujours apprendre. C'est pratique. Et c'est assez incroyable à savoir. Est-ce que frérot, le RPE. Ah, je vais dire une dinguerie là. Les gens qui se vantent d'aller à l'échec ou faire du RPE 10, vous êtes des personnes qui s'investissent largement moins que ce que vous pourriez réellement faire si vous aviez un bon programme. Et je vous assure qu'aller RPE 10 ou à l'échec, c'est pas agréable quand tu as le volume que tu es capable de faire réellement et que tu maximises tous les aspects de ta prog. Moi, par exemple, j'ai déjà entendu des gens qui me disent mais ça te dérange pas de faire du RPE 8? Ah non, ça me rend heureux sur le peu d'exercice que j'ai. Parce que j'ai tellement de travail à faire. Les mets de série sont très difficiles parce que j'ai une exigence technique très élevée. J'ai beaucoup d'exos, beaucoup de séries parce qu'il faut que je remplisse tout le travail que j'ai à faire. Donc le peu d'intensité entre guillemets que j'ai et qui est déjà très dur à atteindre parce que il ne faut pas penser que la majorité des gens sont capables d'estimer leur intensité correctement. Il y a ça aussi. Ouais. Absolument pas. La majorité des gens en sont incapables. Ça, on le voit en suivi. La plupart des gens qui commencent un suivi, lorsqu'on leur demande des RPE et qu'on va regarder à quoi ressemble la série, évidemment, il y a une notion subjective dedans, mais tu peux quand même un petit peu standardiser ce niveau d'intensité
avec la vitesse des répétitions, etc. Et du coup, un regard extérieur, ça peut te permettre quand même de remettre en question est-ce que j'ai vraiment donné autant que je ne le pense. Ouais. Et tu te rends souvent compte que les gens vont penser avoir une rep de réserve ou être à la dernière avant l'échec quand tu vois que à la vitesse de la répétition, ils auraient pu encore en gratter, tu vois. Ouais. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Et il y a aussi autre chose qui est pas exactement lié, enfin qui est lié à ce concept de plus on avance, moins on a besoin d'intensité, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais la fatigue absolue associée à chaque exercice, elle augmente au fur et à mesure que tu progresses et que tu deviens fort. Ouais. La quantité de volume que je peux encaisser aujourd'hui est beaucoup plus faible que ce que je pouvais encaisser il y a 4 ans. Parce que chacun des mouvements m'épuise beaucoup plus. Et je ne pourrais pas avoir le niveau de volume et d'intensité que j'avais à cette époque-là. Quand tu parles de volume, tu parles de volume total, genre poids fois charge. Ah non, je parle. Oui, charge, ok. c'est la même chose. On va Poids définir. fois rep fois série. Ouais. En règle générale, moi, quand je parle de volume, je parle de série de travail, c'est vrai. Ok. Pas de volume load ou de tonnage. Moi, je dis tonnage en français quand je Oui, prends en oui, compte forcément, le oui. poids fois rep fois machin. Oui. Mais oui, je vois, c'est bien quand même de le définir. Ouais. Mais je ne peux pas faire le même nombre de séries, le même nombre d'exercices et avec la même intensité qu'à l'époque. C'est impossible. Je me blesse. C'est fini. Ouais, oui, exactement. Mais c'est Alex Leonidas qui disait mettez un programme de débutant, un C'est avancé, ça. vous verrez qu'il survivra pas 3 jours. Mais c'est exactement ça. Et du coup, c'est marrant parce que ça a eu un impact assez gros au final aussi sur moi. C'est que vu que je suis plutôt fort, si je continue à faire de la merde sur mes exécutions, je C'est pense ça. que j'aurais pas tenu longtemps et je pense que ça a clairement eu un rôle sur les petites douleurs que j'ai eues dans mes premières années de muscu. Parce que l'impact sur mes articulations était vraiment vénère du coup. Si je faisais du RDL de merde à 200, je pense que ça allait assez vite taper. Articulation, c'est peut-être un abus de langage, dans le sens sur les tissus Mmh. en général, tu vois, ça peut être sur les Ouais, muscles ouais. qui sont sursollicités, ça peut être les tendons aussi, ce genre de choses, mais en tout cas, Oui, c'est vrai. c'est de la fatigue et ça s'accumule et ça commence à faire mal, tu vois, c'est pas forcément genre l'épaule en tant que telle, c'est pas forcément, Ouais, c'est vrai. c'est pas la colonne directement, tu vois. C'est pour quand même, parce qu'il y en a, quand tu parles d'articulation, ils Oui, imaginent oui. vraiment ça à cause de tous les gens qui vont Oui, c'est dire vrai. ah les tendons, C'est ah, vrai que les articulations, quand tu je vois. dis, j'englobe, mais t'as totalement raison. Voilà. Il faut être assez exhaustif. Du coup, on peut finir sur ce côté timeline de la progression physique du suivi, en parlant du coup de la phase actuelle, qui est du coup que maintenant il y a un objectif de retour en force, en force athlétique plus spécifiquement, et du coup on constate quand même déjà les dividendes entre guillemets de la phase d'entraînement en hypertrophie, tu vois. Ouais. Alors, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'avais dit, à un moment, je me suis dit, je suis assez fort, et maintenant, je veux vraiment être musclé. Maintenant, je me dis, je suis vraiment musclé, effectivement. Et maintenant, je sais que je peux continuer à progresser physiquement, parce que le power, c'est pas quelque chose de totalement dissocié à l'hypertrophie. Ça, c'est important, parce que je vais revenir dessus en parlant de la manière dont le powerlifting est compartimenté de manière différente de l'hypertrophie, alors qu'au final, ça partage pas mal de manières de fonctionner similaires. Mais du coup, je me suis dit, maintenant, je veux pousser la force que je suis capable de générer le plus loin possible. Donc, en théorie, oui, powerlifting, mais si on est tatillon, on va dire que je fais du power building, et je vais expliquer pourquoi. Mais ce qui se passe, du coup, c'est que mon but, c'est de maximiser absolument ce que je peux faire en force, Ouais. pouvoir tirer le plus possible de ce que je fais en powerlifting. Mais à côté de ça, en fait, j'ai quand même beaucoup d'hypertrophie. Parce qu'on ne devient pas fort en faisant absolument que de la force. Il y a beaucoup de choses que le SBD ne peut pas donner directement, mais qui vont avoir un impact sur le SBD. Les renfos, forcément, des trucs moins fatigants, qui vont apporter plus de muscles, dans des positions différentes, etc. Et je dis powerbuilding du coup, parce qu'en théorie, si on disait que je faisais que du powerlifting, ce serait absolument que de l'hypertrophie et des renfos, et du coup les compound lift, dans uniquement l'objectif de faire du SBD, mais en théorie, du coup, je fais pas que ça, vu que je fais aussi des mollets, je fais aussi des biceps. Ça prend que dalle de temps, ça fait un petit plus sur le physique qui est vraiment pas mal. Oui, peut-être, je sais pas, sur les biceps, je vais avoir quoi, 4 séries dans la semaine. Oui, ça prend pas une part très importante de la programmation, Oui, parce voilà, que c'est c'est pas ça. la priorité actuelle. Oui, voilà, c'est Ne ça. serait-ce que même physiquement, les bras ils se sont bien développés pendant Oui, la phase clairement. d'hypertrophie, Oui, oui. et aussi du coup avec l'objectif de force qui est un peu prédominant. Oui, c'est ça. Mais du coup, maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que mes séances ont changé. J'ai beaucoup de fréquences sur le bench, etc. Donc du coup, plus de fréquences sur les pecs, évidemment. Mais au final, pas tant que ça non plus, quoi. Peut-être C'est que
les 3 quarts de ma séance, ça reste de l'hypertrophie. Ça reste Ouais. des exos qu'on avait déjà. Ça reste des exos qui marchent très bien en hypertrophie. Et si ça marche bien en hypertrophie, c'est souvent aussi des trucs qui vont être très utiles pour le power. Mhm. Parce que l'hypertrophie est une partie intégrante très très conséquente du power. C'est ça. Et en fait, il y a une espèce de phase de transition qui n'est pas un shift direct. C'est pas OK, on a fait l'hypertrophie, maintenant paf, on dégage Ouais. tout ce qui a un objectif Ouais, de c'est prendre ça. du muscle. Maintenant, il y Et a on va que juste du SBD, répéter le SBD. et Tu il y vois. a un isolation en fin de séance. Exactement. Bah, l'idée, c'est que ces qualités physiques, elles ont quand même un rôle, elles ont quand même une importance pour progresser en power. Et tant que tu as les capacités, de progresser sur ton Big 3, sur ton SBD, mais quand même de développer ces qualités physiques, tant que tes ressources de récupération le permettent, il n'y a pas de raison de s'en priver. Ça, c'est d'une part. Ensuite, on constate que pour le moment, on est encore dans une phase où le retour en spécificité sur les mouvements de compétition te permettent de monter les charges dessus, ou les reps de semaine en semaine. Ouais, ouais. La Et on n'a progression, pas du tout encore utilisé toutes nos cartes Ouais, clairement. pour développer le maximum d'adaptation nerveuse, pour maximiser l'efficience des schémas nerveux dessus. Donc c'est une carte qu'on a toujours sous la main. Au moment où ça ralentira, ok, on peut booster la fréquence, on peut booster le nombre de fois où tu répètes ces mouvements, et ça va encore pousser la progression plus loin. À ce moment-là, on pourra du coup, en échange, retirer un petit peu de travail d'hypertrophie qui commencera du coup, parce que ça fait quand même déjà 2 ans plus encore du temps qui passe dessus, qui commencera à avoir ces diminishing returns, ce côté où maintenant on fait beaucoup d'efforts pour avoir des petits gains en hypertrophie, Ouais. qui représenteront de moins en moins sur ta progression en force, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce côté où est-on né dans ton avancement en termes de progrès, Et en termes de on en pratiquant. tire le plus possible jusqu'à C'est ce ça. que... Et là, on met un peu plus de force. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est facile de maintenir une qualité physique. On a développé de la masse musculaire. Ce qu'il faut, la quantité de travail, de volume ou d'intensité, enfin la quantité de travail, pour moi, ça englobe justement volume et intensité, tu vois. La quantité de travail qu'il faut pour développer ces qualités physiques, donc pour progresser, elle est bien supérieure à celle qu'il faut pour juste la maintenir. Ouais, très Ce qui veut largement. dire que le fait qu'on ait fait ce travail maintenant, à un moment qui est plus permissif en termes de récupération, c'est acquis parce que lorsqu'on mettra plus de fréquence vers les mouvements de On compétition, va le maintenir. on pourra maintenir ça avec une quantité de travail qui est bien moins grande, qui représentera beaucoup moins sur le programme Ouais, c'est ça. et qui permettra justement du coup de exploiter tout ce potentiel de force créé avec le fait qu'on va justement double down sur développer l'efficience nerveuse qui est de recruter du coup ce potentiel de force. Ouais, exactement. Ouais. Et tout ça, je pense, ça va bien se voir au premier picking. Absolument. Ça va être fun. Stay tuned. Ah, de ouf. Alors là, la surprise qui les attend. Ok, du coup, tu nous as parlé dans tes objectifs au tout début que tu allais dans une pratique vers laquelle tu te voyais gagner ta vie, tu vois. Ouais. Et même sur ça, du coup, il y a eu une évolution sur ta mentalité, tu vois. Il y avait ce problème tu voyais les limites du feed game pour ce qui était de la programmation, etc. La façon dont ils les justifiaient. Mais du coup, cette façon de justifier les choses, leur niveau de maîtrise du domaine, elle transparaît aussi dans la façon dont ils la communiquent, dans ce qu'ils vendent, etc. Et du coup, toi qui te voues à la création sur le réseau, ta mentalité, elle a aussi shift sur ça vis-à-vis de comment tu te comportes vis-à-vis du public et ce que tu aimerais pouvoir proposer, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que classico des Madrido de la courbe de Dunning-Kruger. Non, ce qui se passe, c'est que arrivé à un moment, je me rends compte que pour s'exprimer sur un sujet, il faut avoir des connaissances sur le sujet. Et avoir des connaissances, c'est pas la même chose que croire qu'on en a. Et au moment où je réalise ça, je me rends compte que si je m'exprime sur certains sujets, je suis un imposteur. Littéralement. Ça ne va pas plus loin. Si je m'exprime sur ce sujet, je suis un escroc. Et alors là, c'est... Et oui, là, c'est pas genre le syndrome de l'imposteur, c'est juste, ok, je me rends compte ça. que je ne sais pas C'est et ça. que, C'est ça, et c'est que, ça. que si j'essaye de fake, à un moment, ça va se voir. On va te C'est- poser une question, ouais. tu pourras pas y répondre. C'est important à pas confondre en fait, parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent je pense qu'il y a des gens qui ont un regard sur eux-mêmes Mhm. assez négatif en se disant j'ai un syndrome d'imposteur. Non, je pense que vous êtes vraiment mauvais, mais que vous vous en rendez pas nécessairement compte parce que c'est super dur de se dire qu'on est mauvais et qu'il faut faire des efforts sur nous-mêmes pour ensuite devenir réellement bon et pouvoir s'exprimer. Mais le niveau est tellement bas que ça confirme probablement les gens à penser ça. Mhm. Et moi, je suis pas tombé là-dedans. Je me suis pas dit, en fait, je suis comme les autres. Donc j'ai un syndrome d'imposteur, ça veut dire que je suis bon ou dans la moyenne et que je pense être mauvais. Non, c'est je suis mauvais. En fait, les autres aussi.
Et on n'est pas capable de s'exprimer correctement sur des sujets parce qu'on est incapable de se renseigner et ensuite de savoir retranscrire, parce que c'est deux skills. C'est ça. Comprendre, puis ensuite faire Voilà, c'est ça. de la vulgarisation. ou Entre exprimer, c'est pas la même regarder chose. une vidéo ou lire un livre et se dire ok je comprends ce qu'il dit et ensuite pouvoir toi le ressortir, enfin te l'approprier, pouvoir l'expliquer et pouvoir ensuite comprendre les bases sur lesquelles ça Même tient. le tester sur soi-même. Exactement. C'est Même pas oui, la ne même serait-ce chose. que l'appliquer, c'est déjà L'appliquer, un... c'est déjà un gros step. Hein. Exactement. Ouais, il y a un très très gros step entre comprendre, appliquer, expliquer. Et du coup, il y a eu un gros moment où je me suis dit, en fait, bah, j'arrête de poster. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée, parce que si on arrive, je pense, à ce point-là dans notre réflexion, dans notre compréhension des choses, peu importe le sujet, on peut se dire, je peux me limiter à ce que je sais être vrai. Ouais. Et à la rigueur, il y avait quand même des choses sur lesquelles je pouvais parler. Il y avait quand même des choses que je pouvais poster. Il y avait quand même des choses que je pouvais montrer. Donc c'était une petite erreur d'arrêter totalement, mais en tout cas, c'était une preuve d'honnêteté et une preuve de self-conscience qui était justifiée. Là maintenant, on commence à remonter un peu la pente. Donc ça va, je sais que je peux m'exprimer sur des trucs et tout, mais il faut faire attention. Exact. Et du coup, c'est bien, ça, enfin, on peut faire la passerelle sur ça. Il y a ce côté où, en plus du suivi purement sportif de la programmation, etc., bah, c'est sûr que ça transparaît moins quand on reposte les athlètes en story, etc., mais il y a aussi cet aspect où on est là aussi pour répondre à toutes vos questions, pour essayer de vous éduquer, pour essayer de vous donner les bonnes habitudes à long terme pour que bah, plus tard vous ayez aussi votre indépendance sur tout ce qu'il y a autour de l'entraînement ou même sur l'entraînement en lui-même. Et du coup, vis-à-vis de la façon dont tu te renseignes, etc., si par exemple il y a des choses qui étaient plus ou moins bien expliquées, par exemple souvent quelqu'un qui parle de musculation, même s'il dit quelque chose de juste, bah, il partira peut-être du principe que tu sais déjà à quoi il fait référence lorsqu'il dira, lorsqu'il parlera, je sais pas, de volume ou n'importe quel concept, il pensera, pardon, que tu comprends les idées sous-jacentes. Ouais. Je parle un peu beaucoup pour rien dire, mais je pense qu'on comprend quand même l'idée. Il y a beaucoup de mots, on va mettre des dessins, des C'est crans ça. pour aider à comprendre, des flèches. Mais du coup, dans ce cas de figure où toi, tu arriverais devant un contenu et tu dirais, ok, ça, pourquoi il dit ça ou à quoi ça fait référence ou machin, bah, le fait qu'on soit là pour pouvoir répondre à tes questions, c'est un plus non négligeable aussi. C'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable. Et ça, pareil, green flag ou du coup red flag selon où se place le coach, mais la manière dont on justifie les choix, la manière dont on répond aux questions, elle est super importante. À chaque fois que je posais des questions à Sacha, il était capable d'y répondre. Chaque fois que je posais des questions sur où est-ce qu'il avait appris ça, il savait répondre aussi. Et forcément, du coup, j'étais capable de suivre les pas d'une manière plutôt efficace. Les vidéos YouTube en anglais, il y en a à crever, des excellentes, donc c'était assez simple de pouvoir comprendre. Et il y avait aussi, toujours quand c'était possible qu'il y en ait, des alertes sur les potentiels biais de la vidéo, comme les études, potentiel biais, C'est ça. anti-science. Il y a ce mec-là, ok, il va te dire ça, mais peut-être prends des pincettes ce qu'il va te dire sur ça parce qu'il a ce genre d'expérience et du coup, il a peut-être ce biais qui fait que. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a bien aidé. Et autre chose aussi, c'était marrant, c'était de voir. Je me rendais je me rendais compte à quel point Sacha n'avait absolument pas. Ça, du coup, beaucoup plus vrai au début du suivi, mais surtout au prime TikTok, du coup, à quel point tu n'avais pas du tout la même vision que moi j'avais de la muscu. C'est-à-dire que c'était absolument rien à voir. C'est-à-dire que je savais qu'on faisait la même chose, même sport, sur papier. mais ça n'avait absolument rien à voir. Mais rien à voir. De mon côté, pour le pire, parce que j'avais une vision de moi-même qui était mauvaise, une vision de la progression qui était mauvaise. Toi, pour le meilleur sur ce côté-là, absolument. Mais du coup, toi, le point où ça t'a impacté en mal, c'est du coup dans la manière dont tu communiquais sur tes réseaux. Ouais. Tu te rendais pas compte à quel point les gens n'étaient pas du tout arrivés là. Oui. Psychologiquement, les gens sont très loin de ça, tu vois. En fait, je parlais comme si vous aviez déjà un certain niveau de... Enfin, ce que je considère comme des bases à un certain niveau, qu'en fait, qui ne sont pas transmises et du coup, qui ne sont pas acquises en France. C'est pas acquis du tout. Ouais, c'est ça. En fait, en France, les principes de base ne sont pas compris et les méthodes créées sur des principes incompris n'ont aucun sens. Et autour de ça, il y a tout le côté fast-food que TikTok a apporté, où toujours plus vite, en ayant toujours le moins de sens, en rajoutant le dopage évidemment, parce qu'il faut rajouter un peu les épices dessus, là, hop là, les épices de merde, là, on rajoute un petit peu, qui a empiré tout ça, et ça n'avait absolument rien à voir avec la manière dont toi tu abordais ça. Ah oui, en fait, c'est ça. En fait, un symptôme de ça, c'est l'accent mis sur les méthodes en France, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un va venir avec une méthode et à chaque fois, on va juger la méthode en tant que telle. On va pas se dire, est-ce que cette méthode
respectent les principes de base d'un bon programme d'entraînement, par exemple. Parce qu'en fait, les principes sont peu, mais une fois que tu respectes ces principes, il n'y a pas une infinité, mais tu as énormément de possibilités possibles du moment que tu respectes les principes qui au final sont très simples. Ce n'est pas des principes très rigides de il faut faire exactement telle fourchette de répétition, etc. Hashtag Paul Carter. Mais c'est des principes qui sont relativement larges, de fenêtres d'intensité, de volume d'entraînement, de fréquence, ce genre de choses de récupération. Au final, il y a plein de méthodes qui pourraient rentrer en respectant ces principes, mais parce qu'il y a une méconnaissance totale de ces principes d'entraînement, bah, les gens ne vont pas savoir comment juger une méthode et on va demander est-ce que cette méthode est bien, est-ce que cette méthode est mieux, est-ce que cette méthode fonctionne. Ça marche un petit peu, tu sais, j'ai l'impression que les gens fonctionnent un petit peu en se disant cette méthode est magique jusqu'à preuve du contraire, alors qu'en fait non, ça devrait être est-ce qu'elle coche ces cases-là? Voilà, c'est ça. Est-ce que cette méthode est capable de prouver qu'elle coche les cases à cocher pour pouvoir fonctionner? C'est ça. Mais ça, pour le coup, c'est un problème de compétence et de communication vis-à-vis des gens qui font de l'information, des vidéos sur la muscu en France. Après, ça vend. Hein. Ouais, bah, en fait, tu as une méthode, ça crée une espèce de... comment dire, une nomenclature, tu as des noms, tu as des mots qui sont associés à la méthode. Ça t'associe à une sous-communauté. C'est ça, sous-communauté. Voilà, bon, il y a des exemples aujourd'hui, est-ce qu'on doit les nommer? Et puis après, il y a tous les biais psychologiques, émotionnels liés à ça, donc forcément, ça aide pas, mais je pense aussi que même ceux qui ne jouent pas de ça directement, en les incluant dans leur business, ont un rôle à jouer négatif, et ça, pour le coup, on peut les pointer du doigt. Tous les influenceurs, tous ceux qui font des vidéos sur la muscu, ont un rôle négatif à jouer dedans. Si vous voyez ça, sachez-le, vous êtes dedans. non, par contre, je pense que tout le monde devrait faire mieux, devrait apprendre à faire mieux et devrait prendre ses responsabilités en main. Aujourd'hui, si l'état de la muscu est toxique et aussi médiocre en France, c'est en majorité de la faute de ceux qui créent du contenu aujourd'hui. Et ça demanderait juste des efforts et un peu de bonne volonté pour changer un minimum ça. Parce que comme a dit Sacha, les principes de base, ils sont pas durs à apprendre. Et une fois qu'ils sont acquis, on peut déjà débunk beaucoup de choses, comprendre beaucoup mieux beaucoup de choses et s'exprimer avec beaucoup plus de recul. Bien sûr. En fait, oui, c'est majoritairement les créateurs, mais quelque part, je ne vais pas dire en Alpha Game qu'on mérite, parce que tu sais pas, tu sais pas ce que tu pourrais avoir si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et moi, je pense toujours d'ailleurs que, white pill de ouf, mais je pense toujours que la communauté, même pas la communauté, mais les gens en général s'adaptent très bien à les bonnes influences qu'on leur donnerait. Je pense que si on donne une bonne influence aux gens, je pense pas que ça puisse finir. Bien sûr. Je pense toujours que la poule, c'est l'influence et l'œuf, c'est ce qui en résulte. Tu vois. Okay. Même si là, si tu arrives en fait, et que tu veux faire des vidéos, évidemment que tu es dirigé vers faire ce qui marche et les tendances actuelles, puisque tu es toi-même influencé par ça avant, et tu sais que si tu vas totalement à contresens de ça, et aujourd'hui c'est ce qui se passe parfois quand on voit que toi ou Antoine faites des vidéos, Lucas un peu moins parce que pour l'instant il a fait que des vidéos sur l'esprit critique, mais voilà, des fois vous allez dire des choses qui vont pas du tout dans le sens de la connaissance commune. Et status quo. Ouais, c'est ça, et ça va être beaucoup plus dur au final, tu vois, parce que ça caresse pas les gens dans le sens du poil. Donc je pense qu'il y a aussi le fait que la communauté réagisse d'une certaine manière, ça a un impact. Je pense que les viewers aussi ont leur part de responsabilité, mais beaucoup moins que ceux qui créent. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, en tant que créateur comme en tant que viewer, qu'on ait des exigences qui soient plus élevées pour notre sport, en fait. C'est-à-dire, déjà, on veut être pris au sérieux, même en dehors de notre sport, ce qui est difficile à faire quand au sein même de notre sport, en fait, on va être très réductionniste vis-à-vis de la pratique en elle-même. C'est il faut que tout soit simple, c'est très simple, pousse juste assez fort, assez longtemps, tu vas devenir énorme. Non, ça sert à rien de tout complexifier, etc. Le but, on ne cherchera pas à complexifier l'entraînement. Justement, le fait de savoir ce que tu fais, c'est une question de trouver la manière la plus simple d'atteindre ce que tu veux, d'atteindre tes objectifs. Si ça marche en étant simple, mieux c'est. Exactement. Ouais. Genre, comprendre les principes, c'est pas les complexifier pour rendre la chose codifiée et extrêmement dure pour que tu sois obligé de payer un programme pour le faire, j'en sais. Il y en a qui font ça. Donc voilà, il faut le dire aussi. Ouais. Mais il faut quand même cette exigence sur, il y a une information qui est présentée, d'où elle sort, sur quoi tu t'appuies pour sortir cette information. Il y a tous les efforts d'esprit critique. Mais même la manière dont tu justifies. Parce qu'une bonne information mal justifiée, c'est quand même un red flag. Bien sûr. Parce que ça peut découler d'un... Ça peut être du hasard en fait. Ouais, tu peux tomber sur une information, c'est de la chance,
Mais à côté, tu peux dire des choses qui sont Voilà, c'est ça. beaucoup moins Si bonnes. c'est du hasard, ça veut dire que tu n'as pas eu le raisonnement qui t'a permis de t'amener à cette manière de penser qui est justifiée, et donc que les autres sont probablement faux. Parce Exact. qu'un hasard, C'est ça. c'est un hasard, ça se répète pas souvent, quoi. Toujours dans cette optique d'avoir des hauts standards, que ce soit côté créateur ou viewer, il y a aussi la capacité à se remettre en question ou à être ouvert au débat. On a souvent tendance, lorsque une information vient contredire ce que l'on croit, à antagoniser la position opposée, entre guillemets, à tout de suite se mettre sur la défensive, à le prendre comme une attaque personnelle, quelque part, alors que souvent, c'est dans la confrontation comme ça de ces idées qu'en fait, on peut décortiquer notre modèle, voir s'il correspond à la réalité, voir si au final, on ne manquait pas de quelques informations pour nous-mêmes affiner notre perception du réel. Bon, là, on parle de musculation, ça fait très philosophique, mais tu as compris. Ça marche aussi dans tous les autres domaines. Ça marche dans tous les autres domaines. C'est pas que pour la muscu. Exactement. Mais il peut arriver que la vérité se trouve à l'endroit où on a le moins envie de regarder. Et parfois, ça peut passer par du débat. Et c'est pour ça que ça demande un gros effort conscient de ne pas antagoniser directement une position qui ne serait pas la nôtre. Souvent, si quelqu'un vient présenter une information qui vient bouleverser toutes les croyances qu'on a jusque-là, quelque part, c'est normal de le prendre comme une attaque parce que tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a fait, tous les efforts qu'on a investis, il y a un business derrière, alors là, encore plus, exactement, alors là, un enfer. Bah, tout ça repose sur des bases qui, en fait, on se rend compte, n'étaient peut-être pas aussi solides qu'on le pensait. Et forcément, ça fait peur. Et surtout quand, justement, oui, tu as un business, une image de marque qui est basée sur quelque chose, voilà, absolument. C'est parti en vanne, mais pourquoi pas, c'est très drôle. C'est difficile d'accepter que certaines choses doivent être mises en question et peut-être voilà, que de nouvelles connaissances viennent finalement changer la compréhension qu'on avait du domaine, tu vois. Ouais, c'est ça. Et bon, là où c'est quand même à nuancer, il y a quand même des personnes qui disent la grosse merde. Donc parfois, avoir un avis différent, extérieur, ça ne veut pas dire que la vérité se trouve entre les deux points de vue. Oui, voilà, il ne faut pas faire personne. un biais du juste milieu, Ouais, un sophisme exactement, du juste c'est milieu. ça. Parce que oui, on entend souvent parler de il faut de la nuance, de la nuance. La nuance, c'est pas prendre deux points opposés et se dire la vérité elle est entre les deux. Il y a des choses qui C'est sont ça. sourcées, il y a des choses qui sont prouvées. Demain, on peut parler de la Terre est ronde ou est-elle plate. Tu vas inviter un platiste et quelqu'un qui pense que la Terre est ronde, enfin, physique classique. Est-ce que la vérité elle se trouve au milieu? Est-ce que la Terre c'est un ovale? Je ne pense pas. Voilà, c'est ça, Il y a des choses qui sont justes, non, pour laquelle C'est ça. l'opinion n'a pas vraiment de place. Oui, c'est ça, exactement. Hmm. Et moi, ce que j'ai tendance à dire en parlant de muscu, en parlant des avis qu'on entend souvent sur Internet, c'est que très souvent, la vérité est plus nuancée que ça. Évidemment, c'est une réponse one size fit all et c'est pas du tout précis, mais très souvent, Mhm. il y a pas mal de choses que je vois sur Internet qui sont fausses, prises comme telles, mais avec un peu ou beaucoup de nuances, ça rendrait ça plutôt vrai. Beaucoup moins faux, du moins. Mhm. On peut prendre plein de choses en exemple, tu vois, mais la morpho-anatomie, par exemple. Oui, ça ne veut pas dire que tout est à jeter. Hein. Voilà, c'est ça, la morpho-anatomie. Est-ce que on devrait baser absolument tout sur la mécanique en muscu et est-ce qu'on marche exactement comme des machines qui s'usent au fur et à mesure du temps et dont les leviers est le seul prédicteur, je sais plus le mot, prédicteur ou prédicateur, c'est pas grave. Mettez-nous en commentaire. De blessures et de longévité. Et de performance. Et sauf qu'en fait, en nuançant juste ça un peu, c'est les leviers ont évidemment une importance énorme, mais c'est pas les seuls. Et c'est généralement pas le premier non plus. Voilà, en plus, c'est important, c'est pas le premier, et c'est pas le seul indicateur. Exactement, mais ça ne veut pas dire qu'on renie le rôle que ça peut avoir Absolument. dans la façon dont sont sollicités les tissus, donc du coup les risques de blessures, le potentiel de performance, etc. Évidemment que c'est un impact, et que c'est un impact qui n'est pas négligeable, mais ce n'est pas le premier prédicteur de ces choses-là. Voilà, c'est tout. Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, autre red flag qu'on peut voir chez les influenceurs, c'est que si on voit quelqu'un mettre de la nuance sur un discours qui est dit et que la personne qui se fait nuancer fait un homme de paille en disant « il renie totalement ce que j'ai dit red flag. Voilà. Et justement, en fait, le propos, enfin ce que je disais avant vis-à-vis de ne pas antagoniser, trouver au débat, etc., c'est aussi pour dire que dans cette optique, encore une fois, d'exigence sur ce qu'on veut pour notre sport et sur le niveau de connaissance qu'on veut pour notre sport et du coup pour le niveau de pratique, etc., c'est un red flag si une personne n'est pas ouverte au débat. Si elle commence à antagoniser la personne qu'elle a en face, si elle se ferme au débat en bloquant, par exemple,
Si directement elle va insulter, bon forcément, j'avais pas besoin de le dire, mais peut-être que finalement si, donc je le dis. C'est toujours bien précisé. Voilà. La posture que va prendre un créateur de contenu lorsque sa position sera remise en question peut en dire aussi beaucoup sur la qualité des informations qu'il peut donner ou Absolument. sur son dogmatisme en fait. Absolument. Voilà. Et quelqu'un qui a confiance envers ce qu'il sait ne s'exprimera jamais d'une manière aussi agressive. Les seules fois où peut-être qu'une personne qui est vraiment compétente peut s'énerver et C'est peut quand avoir- quelqu'un fait exprès. Non, peut avoir une réaction un peu plus agressive et ça serait compréhensible. Pour moi, c'est quand il y a un danger en face. Genre par Oui, exemple, quand je suis quelqu'un dit, je sais pas moi, en nutrition par exemple, c'est le meilleur exemple parce que en muscu, voilà, on peut donner de très mauvais conseils. Entre C'est guillemets, difficile à la que ce rigueur, soit extrêmement dangereux. voilà, ouais. à la rigueur, on risque des blessures. Ça va. Et c'est pas encore, des ça blessures- n'arrive pas si facilement Voilà, qu'on le c'est ça. pense. C'est surtout, ouais, ça va souvent être des douleurs et ensuite après il faudrait forcer pendant un moment pour avoir des grosses blessures, mais c'est des douleurs et si ça arrive à des blessures, on n'est pas sur des tétraplégiques, quoi. Genre ça va être bon, je me suis fait une tendinite, ça va quoi. Mais du coup en nutrition, on peut avoir de très 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 gros dangers qui apparaissent en un claquement de doigts avec des conseils qui prennent 3 mots à dire. Par exemple, je sais pas, les mères enceintes devraient boire du lait cru. Bam, ça m'a pris 2 secondes à dire et c'est absolument criminel. Et là, pour le coup, si un très bon diététicien s'énerve un petit peu, je comprendrais. Mais dans la majorité des cas, les personnes très compétentes vont toujours s'exprimer avec nuance, avec bienveillance, vont très rarement s'exprimer de manière expéditive, parce que c'est des personnes qui sont au courant que on ne doit pas être soumis à la loi de Brandolini, on va prendre le temps d'expliquer, on va prendre le temps de faire en sorte que la personne en face de nous comprenne, même si la personne en face de nous n'est pas toujours ouverte au débat. Et ça, c'est un green flag. Absolument. Je vais dire, il y a un autre truc qui est énervant, parce que ça me fait penser à Eric Helms. C'est quand il y a des gens qui sont intelligents, qui pourraient totalement comprendre la littérature scientifique s'ils en faisaient l'effort, mais qui vont décider de l'utiliser spécifiquement pour confirmer leur biais, ou faire du cherry picking aussi, tout simplement, et pour défendre une position qu'ils ont, plutôt que de comprendre La vérité. le consensus, la position où se passe une étude dans le consensus. Encore une fois, l'exemple typique, les Paul Carter, ce genre de choses, qui concrètement ont totalement les capacités de comprendre, d'analyser la littérature scientifique et de comprendre ce qu'est le consensus, mais qui vont prendre cette position de contrarien, et ça attire toujours des gens d'avoir ce côté non, comment dire, c'est comme avec le système de santé, avec l'alimentation, non, tous les trucs, toutes les recommandations, elles vous mènent forcément, la théorie du complot, tu vois, elles vous mènent faire plus de problèmes de santé, exactement. Et au final, cette position de contrarien, elle attire beaucoup et elle marche aussi. Donc je peux comprendre aussi que cette posture a pu s'énerver, même si voilà, il faut pas prendre cette posture, même, Totalement. sauf quand c'est très dangereux comme Et tu encore, disais. ça, c'est un exemple pour le coup qui, je comprends que ça énerve, mais en France, probablement inexistant. On va pas se mentir. Je vais pas donner de nom. Du coup, oui, on a parlé de ce côté, tu avais arrêté le contenu, et il a fallu du coup se remettre dedans, se remettre dans les rails. Un autre aspect qui est peut-être plus spécifique à toi, qui est moins, qui est pas un cas général chez IOTS, ce côté où tu es quand même relativement proche de nous, c'est la culmination au final de toute cette évolution sur ta vision, sur le contenu que tu voulais proposer, et même sur le fait d'aider la communauté du fitness de la façon dont tu pouvais, tu vois. Du coup, je voulais aussi que tu nous parles un peu de cet aspect du IOTS pour toi, même s'il est plus personnel et qu'il est peut-être pas représentatif de ce que c'est un suivi pour tout le monde, mais ce côté où on était là aussi pour t'aider sur la création de contenu, enfin pour reprendre la création de contenu, peut-être essayer de retrouver une éthique de travail, etc. Comment ça s'est passé pour toi dans cette période où tu étais dans le noir, tu savais plus comment reprendre la création de contenu ou ce que tu voulais faire, et comment on est revenu à maintenant reposter les TikTok finalement, commencer des petits suivis et commencer même à écrire des scripts plus informatifs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai un peu déjà parlé tout à l'heure, mais j'ai réalisé que on pouvait se limiter à parler de ce qu'on sait déjà vrai. Bien sûr. Et évidemment, du coup, Sacha, Lucas et Antoine m'ont beaucoup aidé. Si j'ai des questions, si j'ai un script à faire lire, ils peuvent m'aider. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé parce que je savais que ce que j'allais dire était forcément un minimum backup. Il y avait très peu de chances que je dise des bêtises ou une grosse bêtise. Donc maintenant, je me sens beaucoup plus tranquille vis-à-vis de ça. Et là, par contre, où les suivis sont vraiment intéressants pour moi, c'est que ça m'a fait me rendre compte aussi que ce que j'ai appris, je l'ai surtout appris pour moi, forcément, puisque ça n'impactait que moi, même si après je faisais des vidéos, etc. En fait, quand on fait des vidéos, on peut donner des conseils qui sont très larges. Et même si en fait, tu es assez détaché de comment ça s'exprime sur une population finalement. Tu vois, mec, je peux donner un conseil qui va être très large, qui va marcher à beaucoup de monde et tout, mais quand on est face à des coachés, il faut surtout faire très attention à ne pas faire correspondre nos propres biais, enfin à projeter nos biais sur les gens qu'on coach. Exactement. Et du coup, l'exemple le plus parlant, je ne l'ai pas eu parce que je suis très largement conscient de ça, mais je pense que ça peut être
très 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 présent chez beaucoup de coachs qui sont du coup athlètes et qui sont devenus coachs parce qu'ils sont bons athlètes de base, c'est j'ai progressé aussi facilement que ça, ou j'ai progressé autant que Je ça. vais programmer Ça veut de dire manière que similaire. c'est ça, et ça veut dire que les standards de telle personne seront les mêmes. Par exemple, je sais que faire 280 au dead en 1 an et demi d'entraînement, c'est très beaucoup quand même. Donc je vais pas dire à mes coachés, bon bah tu peux viser ça sans problème. C'est pas le cas. C'est pas le cas aussi sur des choses un peu plus niches qui peuvent être un peu plus sneaky, tu vois. Les points forts, par exemple, je retiens l'excentrique aux tractions, ça c'est Antoine qui m'en a parlé, et il m'en a fait rendre compte, et ça je m'en serais pas rendu compte moi-même, c'est que les élévations latérales, en fait c'est un mouvement avec beaucoup de flexion de coude, et si on retient l'excentrique, c'est un des seuls mouvements où retenir l'excentrique, ça peut être moins intéressant pour l'hypertrophie. Parce que ça fatigue pas mal les biceps et au final ça les rend limitants sur le mouvement. Attends, t'as dit élévation latérale? Élévation latérale? Non, j'ai dit traction, non? Non, reprends du coup, parce que tu as dit élévation latérale. Élévation C'est pour ça latérale. que je te suivais What? bizarrement. Jure. Oui, vas-y. Non, mais c'est pas grave, de toute façon on peut reprendre là. J'ai dit élévation, c'est une folie par contre. Waouh, l'exo a rien à voir. J'ai dit flexion de coude, élévation latérale. Ouais, flexion de coude sur les tractions, waouh, Ouais. incroyable. Mais du coup, on a beaucoup de flexion de coude sur les tractions et retenir l'excentrique, ça peut pas mal fatiguer les biceps et ça peut nous empêcher de. Surtout en haut, ouais. Ouais, oh, oui. Genre idéalement, tu vas redescendre relativement vite au début et retenir plutôt à la fin. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Surtout à la toute fin, encore plus parlant à la fin quand t'as les bras plutôt tendus et que tu relâches tes scapulas, pas de souci. Mais du coup, ça, je m'en serais pas rendu compte et du coup, je demande pas à mes coachés de faire la même chose que moi parce que je sais que maintenant, je m'en rends encore plus compte vu que j'ai des biceps qui sont très très forts, ça je le savais, mais j'avais pas fait le lien que sur les tractions, ça n'allait pas me poser de problème de retenir excentrique. Et cette manière de comprendre le cas par cas, tout en étant quand même capable d'exprimer des idées générales, c'est vraiment super important en tant que coach et en tant que vulgarisateur, si je puis dire. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on se rend pas compte avant qu'on est coaché. Genre, même pour nous, quand on a commencé, c'est « Ok, moi j'ai l'habitude de faire ça, ça a fonctionné. » Ou « J'ai vu ces choses-là qui, sur papier, fonctionnent. » Comment ça se passe en pratique quand tu l'appliques à une population relativement grande? Enfin, c'est pas représentatif de la population générale, parce que, voilà, on va pas coacher le monde entier, on peut pas faire... on n'a pas plein d'études mis bout à bout. UOTS, exactement. 100 000 personnes. Ouais. On n'y est pas encore. Mais tu te rends compte quand même que tout ne marche pas de la même façon pour tout le monde, c'est normal. On te le dit, mais en fait, tu te rends pas compte de comment ça se manifeste en pratique. Ouais, c'est ça. Il faut comprendre le degré de personnalisation. En fait, et il y a beaucoup de personnes qui passent par la création de contenu juste basée sur leur pratique personnelle. Et ça, ils peuvent pas se rendre compte quand ils donnent un conseil de comment ça va être interprété. Est-ce que ça peut être appliqué de la même façon, ce genre de choses. Ouais, totalement. Ouais, c'est ça. En fait, on se rend compte que la majorité les principes s'appliquent à tout le monde et la majorité de ce que les gens vont faire ne va pas tant différer d'une personne à l'autre. Genre, c'est. Oui. Genre, je sais pas, moi, du barrel press, ça fonctionne pour à peu près tout le monde, mais il va y avoir des petits degrés de personnalisation qu'il faut être capable d'interpréter et de comprendre, qui peuvent faire des différences qu'on n'est pas forcément capable de nuancer si on s'en est pas rendu compte avant. Et ça a un exemple qui peut être très simple. Du coup, si on prend l'exemple des influenceurs qui partagent leurs connaissances leur expérience plutôt sur l'entraînement, c'est des gens qui peuvent très facilement dédier leur vie à ça. Et du coup, le temps, la fréquence, pour tout, hein, l'entraînement et les repas n'est vraiment pas la même. Quand j'ai un coaché qui me dit bon bah je peux m'entraîner 3 fois par semaine, 1h30 par entraînement, tu fais quoi? Tu fais quoi comme exo? Par exemple, si on prend. Tu vas pas lui dire PPL x2. C'est ça, j'allais 6 fois par semaine. J'allais prendre un exemple similaire, c'est que si on prend les influenceurs qui parlent par exemple du bro split. Ah oui, 7 jours sur 7 du coup. Oui, bah voilà, tu fais comment pour programmer un mec qui a 3 jours et 1h30? Tu lui mets. Tu peux pas. Tu peux pas vraiment en fait. Tu vas faire 3 muscles, c'est pas vraiment possible. Bien sûr. Donc là, tu es obligé de complètement shift de vision ou du moins la nuancer un petit peu, sauf si tu es de mauvaise foi, quoi. En fait, là, si justement là, tu as la compréhension des principes, c'est pas vraiment un shift de vision, c'est juste j'applique les principes fondamentaux de l'entraînement. Tu shifts parce que tu penses que, par exemple, le bro split c'est la meilleure. Ah oui, ok. Là, oui, si tu pars de ce postulat et que là, oui, ok, ouais, oui, ça, ouais. Je vois. Ok. Bah écoute, est-ce qu'on n'a pas fait le tour finalement? On a fait beaucoup le tour là. C'était énorme. C'était vraiment cool, en vrai. Ouais. C'est la première, mais moi j'ai kiffé. Ouais, c'était cool, c'était passionnant. Incroyable.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu aussi. La prochaine fois, il faut qu'on ramène Antoine et Lucas, ce serait énorme. Un truc à 4 là. Ah, un full podcast. Oh, les micros, ça coûte cher. Hein. Ah, mais il y a ceux Ouais, il y a d'Antoine les aussi. petits. Hein. Ah oui, c'est vrai. On pourrait totalement faire un full podcast discussion IoTS. Absolument, mais Ce serait pourquoi très drôle. pas. Pourquoi pas. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, écoutez, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça ferait très plaisir. Les questions, c'est super intéressant. Nous, on aime y répondre. Donc, Ouais, et puis ça pareil. peut totalement guider Les prochains podcasts. voilà, le prochain podcast ou même le contenu en général sur des interrogations que vous pourriez avoir. Parce que, mine de rien, on a soulevé des points qui pourraient vous faire vous poser des questions sur des choses que vous savez. Et peut-être que, du coup, ça peut nous permettre de prendre des devants sur les choses qu'on devrait vous transmettre. Tu vois. Ouais, totalement. En tout cas, voilà. C'est parfait. Le clap de fin. Magnifique.